Qui n'a jamais raté un cours? Sûrement pas moi. Je suis Laurence Marlier, professeure au collège Olympe de Gouges à Montauban, et je vous invite à analyser avec moi une tâche finale qui n'a pas marché. L'autre jour, alors que comme chaque soir, je réfléchissais ardemment à l'amélioration de mes pratiques pédagogiques, je repensais à cette tâche finale qui n'avait pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Septembre 2019, je testais une nouvelle séquence de troisième dont la compétence évaluée était l'expression écrite. Nommée The True Me, elle était basée sur l'estime de soi. On y étudiait en particulier plusieurs peintures, dont Boy Lifting Weights de Norman Rockwell, qui représente ce jeune homme en quête d'une image idéale, ainsi que Triple Self-Portrait de l'artiste, qui permettait de travailler les différentes facettes que l'on donne à voir à autrui. Cette séquence me permettait de faire les sempiternelles révisions du présent simple et de la description de soi classique en début d'année dans chaque niveau. Bien évidemment, j'apportais de nouvelles notions comme des adjectifs de personnalité plus fins, la notion de volonté avec la proposition infinitive want someone to do something, mais également avec la structure I would like et par extension le conditionnel avec if I could, I would, ainsi qu'un rappel du futur avec I hope I will pour décrire leurs objectifs de vie. En 2019, mes objectifs grammaticaux incluaient aussi les tags et la préférence avec la structure I'd rather. Nous verrons pourquoi plus tard. Je demandais aux élèves de faire un collage qui les représentait en suivant un genre de feuille de route avec des informations sur eux qu'ils devaient apporter à travers des images. J'attendais d'eux qu'ils représentent leur personnalité, leur goût, leur famille, somme toute très sixième. C'est pourquoi j'attendais aussi les gens qui étaient importants pour eux, les éléments de leur vie dont ils étaient fiers, les moments importants de leur vie, mais aussi leurs faiblesses, ce qu'ils aimeraient changer dans leur vie si c'était le cas, et pour terminer, leurs objectifs à plus long terme et comment ils voyaient leur vie future. Je pensais ainsi leur demander un portrait plus approfondi et plus intime que les mood boards proposés en cycle 3. La première année où j'ai expérimenté ce travail, j'avais imaginé que les élèves feraient chez eux un collage à partir d'images découpées dans des magazines récoltés pendant le déroulement de la séquence. J'avais prévu que le jour de la tâche finale, composée en classe, ils amèneraient ce collage et le décriraient. Évidemment, dans ma tête, je pensais que les élèves s'entraîneraient à la maison, lors de leur révision, à présenter leur collage en rassemblant le vocabulaire qui leur était nécessaire et en l'apprenant. Puis en revoyant les cours où on avait déjà préparé tous les points évalués, en particulier à partir d'un écusson abordant les 6 points à présenter. Vient le jour de la tâche finale. Surprise, effroi devrais-je dire. Je m'aperçois non seulement que 5 élèves de la classe n'ont pas leur collage, mais également que 7 ou 8 élèves me présentent des compositions avec simplement 3-4 images de nourriture et de sport. Un quart arrive avec une composition, ma foi, convenable. Enfin, un petit groupe a posé sur le bureau des collages dignes d'une exposition au MoMA. Comme je suis émotive, j'en pleure à moitié, de panique, de dépit, d'émotion, selon la part de pizza ou l'océan orageux sur leur bureau. Une fois passé en 5 minutes par un ascenseur émotionnel semblable à une annonce de revalorisation de salaire de 10%, je vois les élèves composer en silence de 5 lignes à une copie double et mon cerveau commence à calculer les heures de correction d'un travail de 3e niveau A2 qui ne devrait pas faire une copie double. Et pourtant, la surprise fut encore plus grande en corrigeant effectivement les copies. J'ai retrouvé l'erreur fatale et tout à fait prévisible si j'y avais mieux réfléchi d'un sujet annoncé, l'autodictée de la production préparée à la maison. Échec cuisant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les réalisations de mes élèves ont mis en lumière 4 problèmes majeurs dans mon sujet. D'abord, le collage lui-même a été un obstacle dont j'avais mal évalué la difficulté. C'est une compétence en soi et je ne l'avais pas préparée, sûrement parce que je suis prof d'anglais et certes je suis fan d'interdisciplinarité, mais cette compétence n'a pas grand-chose à faire dans mon cours. J'ai négligé l'aspect technique, comme simplement où trouver les magazines. Nous sommes en REP, il y a finalement peu de magazines dans les foyers.
Comment trouver des images sans découper le hors-série rugby de papa ou le télérama de mamie sans son accord? J'ai des élèves, qui ont arraché les pages du Figaro de chez leur, docteur. On a évité le drame de justesse. Ensuite, je n'ai pas anticipé l'aspect artistique d'un collage, et la difficulté pour un jeune de choisir des images représentant sa personnalité, ce qui fait appel à l'implicite. Au final, ces 2 problèmes additionnés, je me suis retrouvée avec des jeux vidéo et des rôtis découpés dans des brochures Auchan, accompagnés, d'un texte de niveau A1 de style «I like football, but I don't like meat», ni joli à voir, ni vraiment révélateur, du psyché d'Ilyes. Quoique. Le deuxième problème, qui a été mon écueil majeur, concerne les élèves consciencieux et ou désireux de réussir. Dans le souci de respecter les injonctions, d'annoncer aux élèves la tâche finale en début de séquence afin qu'ils sachent pourquoi ils travaillent et ce qu'ils vont apprendre à faire, j'ai trop craint de les mettre en situation de nouveauté en étant si précise dans ma description de la tâche que le jour J, il n'y avait aucune découverte de ce qu'il fallait faire. Toujours inquiète de ne pas assez préparer mes élèves à leur évaluation, j'ai en fait trop mâché le travail et n'ai pas laissé de place le jour de la rédaction pour trouver autre chose à dire que ce qui avait été auparavant rédigé dans le cours, lors des exercices ou, à trop vouloir bien faire, lors des phases de dernière révision. Finalement, ils pouvaient totalement apprendre par cœur des phrases de leur cahier à placer judicieusement dans la description de leur collage. Je pouvais évaluer ici leurs compétences de mémorisation, mais en rien d'expression écrite spontanée ou leur acquisition de nouvelles structures. C'est là mon erreur principale, conséquence du problème précédent. Les bons élèves se sont appliqués à rédiger à la maison la description de leur collage et ensuite, pire encore, ils l'ont appris par cœur. En classe, le jour de l'évaluation, ils l'ont récité. Comment n'avais-je pas pu prévoir cela? En fait, je n'avais pas anticipé le stress d'un élève confronté à une rédaction et jamais je n'aurais imaginé qu'il ou elle aille jusqu'à apprendre par cœur un texte aussi long. La production écrite préparée et recrachée en autodictée est un vrai poison pour 2 raisons. D'abord parce qu'une partie des élèves a écrit son texte en français et l'a soigneusement recopié dans Google Traduction. Ils et elles ont ensuite appris ces phrases sans logique, mais surtout souvent incompréhensibles par eux et elles-mêmes. En effet, Google Trad n'avait pas bien lu la feuille de tâche finale et n'a donc pas pensé à utiliser les structures cibles vues en classe. C'est un poison également parce que ceux et celles qui ont fait l'effort de composer leur texte personnel en anglais l'ont aussi appris par cœur, avec très souvent des erreurs qui vont ensuite être intégrées. Bref, c'est le pire cauchemar du prof, l'élève n'a rien appris ou a intégré des structures erronées et dans les 2 cas, l'enseignant n'a pas pu évaluer la compétence. En fait, j'aurais pu vous faire croire que ma tâche finale, elle était nickel en vous montrant le travail de Lucie, de Maëva ou de Louise. Leur collage et un dessin, réalisés respectivement en 2019 et 2020, restent des souvenirs émouvants pour moi car je suis encore ce jour subjuguée par la finesse et la beauté de leur création. Par ailleurs, on ne peut être que totalement bluffé, je pense, par la qualité de leur écriture, qui, je le sais, a été certes ardument travaillée, mais restée composée le jour de l'évaluation. Au-delà de la minute d'autocongratulation, en corrigeant leur copie, d'avoir réussi à mener ces élèves à ce résultat, je suis consciente que ces jeunes filles ont un niveau totalement décalé avec celui plus normal des autres élèves. J'ai certes tiré vers le haut une partie de ma classe, et c'est quelque chose qui me tient à cœur que de les pousser à donner leur maximum en exigeant parfois beaucoup d'eux. Mais dans ma quête irréaliste d'excellence, j'ai laissé sur le carreau une autre partie de ma classe, totalement larguée ou par le sujet, ou par la quantité, ou par le goût de l'effort, avec des élèves qui ne font au final rien de satisfaisant après une séquence entière. Pour terminer, j'ai commis une 4e erreur que je fais souvent depuis que la manière d'enseigner l'anglais a changé en 2005 avec l'introduction du CECRL et la volonté d'une perspective actionnelle dans l'apprentissage des langues. Je trouve dans un article de Margaret Bento sur le site cairn.info le rappel de la définition de ces mots barbares arrivés il y a 17 ans. On nous demandait alors de considérer avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières, dans des circonstances et un environnement donné,
à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Si ces actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Ok, donc je fais quoi là exactement? On finit par m'expliquer que je devais à présent choisir une tâche finale dans laquelle les élèves utiliseraient une série de points grammaticaux, lexicaux et culturels, disons, dont ils auraient besoin et que j'aurais pris soin de leur faire découvrir lors de ma séquence et que cette fameuse tâche finale doit avoir un destinataire qui n'est pas le prof et qui doit être quelqu'un qui serait susceptible de recevoir ce message dans une société anglophone. Cette façon révolutionnaire à l'époque, si, vraiment, de construire une séquence obligeait à se détacher de ce que nous avions appris à l'UFM, renommé SP puis INSP, à savoir enseigner par exemple le present perfect et le lexique des voyages et l'évaluer à la fin avec un contrôle somme toute très grammatical. Bref, je fais ce petit rappel historique parce que pour les gens de ma génération, qui n'est pas si vieille, je le précise, il y a toujours ce petit diable sur l'épaule qui nous dit place le prétérit, n'oublie pas le present perfect, trouve un moyen. Et le piège, il est là exactement. Au lieu de réfléchir à ce dont les élèves ont besoin pour leur production, qu'elle soit écrite ou orale, on se demande si on a bien casé ce qu'on veut dedans. Moi, ça m'a souvent posé problème parce que j'ai toujours en tête les anciens programmes et leur progression grammaticale. J'ai du mal à m'en détacher. Dans ma tête, par exemple, le present perfect, c'est en quatrième, le prétérit et le futur, c'est en cinquième, etc. Et pour en revenir à nos moutons, quand j'ai fait ma tâche finale de troisième, j'avais en tête certains points que je voulais évaluer. Et me voilà avec un énoncé de projet où je casais tout ce que j'avais décidé d'aborder, sans aucun regard sur le besoin de ces notions ou pas. Dans mon cas précis, c'était pire, car pour une raison qui m'échappe aujourd'hui, je voulais absolument garder les mêmes points que ma séquence 1 des années précédentes, qui n'avaient rien à voir, hormis la description de soi, et qui consistait à rédiger une petite annonce pour trouver un roommate. Du coup, j'avais laissé les tags ou la notion de préférence, I'd rather, pas du tout judicieux dans mon nouveau thème. Évidemment, ça a été les points les plus ratés par les élèves qui ont tenté de les intégrer dans des phrases totalement tirées par les cheveux, du style I'd rather be hardworking than shy, ou qui ne l'ont pas utilisé du tout. Finalement, j'ai été prise à mon propre piège, car c'est en voyant le résultat Google Trad des deux élèves en question que j'ai compris quels points de grammaire étaient nécessaires, ceux dont ils auraient eu besoin s'ils avaient composé eux et elles-mêmes leur texte anglais, et ceux qui n'apparaissaient pas, car non nécessaires, dans le désir d'expression des élèves. Une bonne claque de Google, tiens. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? D'abord, j'aurais dû appliquer ce que je conseillais à mes étudiants stagiaires l'an dernier. Faire la tâche finale soi-même, comme si j'étais un élève. C'est la meilleure façon de voir, malgré le décalage de niveau, si le sujet est cohérent, les attentes logiques et la préparation adéquate. Cela m'aurait permis de voir les points grammaticaux superflus et les points nécessaires mais non abordés. Ce sont les travaux de 2019 et de 2020 qui m'ont permis de faire les ajustements. J'ai ainsi supprimé la notion de préférence donc et rajouté les pronoms relatifs who et which, par ailleurs tout à fait cohérents en troisième. Ensuite, j'ai écrémé mes documents. J'ai enlevé quasiment toutes les images trouvées sur des sites américains de psychologie cherchant à découvrir son moi intérieur, pour me concentrer sur les deux peintures de départ et un écusson à remplir nommé Boost Your Self-Esteem. Tous les ans, je cherche à raccourcir ma séquence en me concentrant sur ce qui est vraiment nécessaire à leur travail final. J'ai encore eu du mal ces 2 dernières années et ai ajouté un extrait d'un article du New York Times sur le beach body et la pression créée par les selfies sur les réseaux sociaux. Certes, le travail en cours apporte l'eau au moulin et déclenche des conversations franchement animées en classe, mais au final, cela ne réduit pas la séquence. À vouloir trop partir sur le fond et réellement développer l'estime de soi de mes élèves en transition difficile entre enfants et jeunes personnes, j'ai peut-être négligé de développer la compétence linguistique. J'ai voulu être psy au lieu de prof, et là juste je me suis trompée de boulot. Sur le côté technique, j'ai aussi préparé les élèves au collage en lui-même.
J'ai sollicité mes collègues de travail pendant un mois en déposant en salle des profs un carton pour récolter des magazines que j'ai mis à disposition des élèves la semaine précédant l'évaluation. Ensuite, nous avons pris 1 heure de cours pour effectuer les découpages et feuilleter une centaine de ces magazines récoltés. J'ai abandonné ceci cette année, c'est trop de bazar vraiment, vu que j'ai en général 3 ou 4 classes de troisième. Enfin, j'ai approfondi l'étude des autoportraits présents dans un de mes documents afin de souligner l'implicite d'une image présentée, comme par exemple Rockwell qui se peint de dos ou Frida Kahlo qui peint des clous sur son corps. Pour finir la liste de mes erreurs, j'ai oublié que pour chaque évaluation, il est impératif d'avoir un élément de surprise qui oblige l'élève à composer au lieu de réciter. J'avais pourtant été marquée par ce terme lors d'un stage de formation, mais bien que soucieuse de l'intégrer, je ne l'ai pas fait ici de manière satisfaisante. En effet, lors des 4 années, j'ai modifié l'évaluation du jour J en apportant des annexes. En 2020, j'ai donné aux élèves des questions précises dont il fallait intégrer les réponses dans le devoir. Cela n'a pas marché non plus. En effet, mes questions étaient trop attendues, car plus ou moins déjà abordées en cours, et donc finalement préparées aussi. En 2021, j'ai proposé un corpus de mots intégrés obligatoirement en anglais. De même, c'était raté, car au final, ces mots étaient inévitables si on voulait vraiment parler de soi. Bon, l'avantage, c'est qu'en laissant des éléments à réciter, j'offrais une bouée de sauvetage pour les élèves plus faibles mais studieux. En septembre dernier, j'ai donc finalement abandonné l'idée d'un collage et échangé la forme de l'évaluation. Vraiment, ça m'a déchiré le cœur parce que je trouvais que le côté artistique du projet en faisait la force en parallèle de l'aspect développement personnel et introspection. Après un brainstorming avec une collègue de français qui travaillait l'autoportrait en troisième aussi, je m'inspirais de sa suggestion de demander aux élèves 6 images à apporter pour la tâche finale, représentant par exemple leur personnalité, un petit plaisir de la vie, une mauvaise habitude, etc., sans en dire plus sur ce qu'ils et elles devaient en faire. J'ai alors été confrontée à la question récurrente: qu'est-ce qu'il faut apprendre? Les élèves ne comprenant pas toujours que la compétence d'expression en anglais fonctionne comme en français, que cela sert à parler et écrire pour s'exprimer et non pour réciter ou faire des exercices d'application. Le jour J, je leur ai imposé un cadre avec une trame de magazine ado et leur ai demandé de répondre à des questions sur eux en collant à côté la bonne image. J'ai encore été déçue du résultat de cette forme non seulement moins épanouissante pour les élèves et pour moi, mais qui en plus reprenait les mêmes écueils, à savoir des questions qui, me semblant différentes, étaient en fait encore les mêmes. J'ai par contre noté que les productions ont été plus homogènes, avec des écrits un peu meilleurs pour les élèves faibles, mais moins exceptionnels pour les bons élèves par rapport aux années précédentes. Je pense que la mise en page concrète en petits paragraphes était pour les fragiles un cadre plus rassurant qu'une copie blanche à remplir. Comme j'avais aussi gardé l'idée d'un corpus de mots à intégrer, ils ont au moins pu restituer quelques lignes. Évidemment, j'ai en plus à nouveau, lu dans les copies, des réponses récitées, plaquées du cours sur les questions, quitte à être parfois même à côté. Pour les plus forts, le sentiment, de rabâcher la même chose pendant un mois les a démotivés. Avec ces élèves trop compétents, le cadre strict et fermé a clairement bridé leur lyrisme et j'ai retrouvé des productions assez classiques, moins riches de révélations et moins originales, puisque j'avais totalement enlevé le côté artistique du travail. Cet ensemble de points mitigés me fait choisir d'abandonner l'an prochain cette forme insatisfaisante pour tout le monde. Bref, cette fois-ci, bien qu'ayant globalement saisi what went wrong, je reste frustrée de n'avoir pas trouvé une solution pour cette tâche finale, dont le sujet me paraît cependant important et intéressant. J'ai donc encore envie de trouver des pistes d'amélioration et j'en vois 2 à l'horizon. D'abord, je compte réfléchir à cette séquence proposée par le groupe ressources de l'Académie de Versailles en 2011 sur le roman The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian de Sherman Alexie. Certes, le travail est proposé pour des secondes de classe européenne, mais l'introduction du livre et les pistes évoquées par les enseignants me donnent envie de m'y pencher un peu plus. J'envisagerais, par exemple, de travailler la première page, en particulier la partie où le narrateur raconte qu'il ne se sent pas bien dans sa peau à cause de son image. J'imagine une tâche finale où mes élèves auraient à raconter leur propre mal-être ou bien-être actuel, en essayant de reproduire le style tragicomique de l'auteur.
Il s'agirait d'écrire le chapitre de la 14e année pour soi, après avoir fait à la maison un dessin comme le héros, ou bien encore un collage ou un écusson comme celui déjà abordé en classe. Je ne leur dirai que le jour de la tâche finale ce qu'ils auraient à écrire. Le sujet donné le jour J serait quelque chose comme Like the hero of the book The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, you write the chapter describing your 14th year. Your text must include the following information: self-esteem, image, personality, friends and family, dreams and goals. Must use the same funny tone as the narrator and must match your cartoon, collage or crest. Mon IPR me met cependant en garde sur le piège de l'autobiographie à la manière d'eux, qui nécessite une analyse puis un apprentissage fin du style du texte proposé en exemple. Je suis du coup un peu refroidie par mon idée qui avait provoqué l'achat immédiat du bouquin sur dantazone.com. Il me suggère alors une deuxième idée qui me semble vraiment prometteuse et sur le coup j'ai failli l'embrasser, mélange d'admiration, de jalousie puis d'autoflagellation, de l'avoir vu trouver en 1 minute chrono l'idée géniale que je cherche depuis 4 ans. En fait, l'idée serait d'imposer une forme très contrainte à laquelle l'élève ne s'attend pas du tout, un acrostiche par exemple. J'imposerai à l'élève un mot du type self-esteem ou quelque chose de plus long de type do you know who I am et il devrait se décrire en faisant des phrases débutant par chaque lettre du ou des mots. Je trouve l'idée absolument formidable car elle permet aux élèves faibles d'être en réussite avec des mots simples et des phrases éventuellement apprises et légèrement adaptées, plus proches de la quasi-récitation que de la production, mais ce serait déjà une réussite, et aux plus performants de laisser éclater leur créativité ou bien simplement de leur écriture, mais aussi pourquoi pas dans la mise en forme concrète, comme dans cet exemple d'une école canadienne. Cette tâche finale répondrait alors aux objectifs que je me suis fixés, à savoir d'apporter à mes élèves des éléments grammaticaux, linguistiques et culturels, d'en vérifier l'acquisition, mais aussi de renforcer la créativité sur le moment grâce aux fameux éléments de surprise qui imposent de s'adapter au cadre contraint. Banco, rendez-vous dans 9 mois pour voir si mes espérances se sont réalisées. Une dernière suggestion de sa part ne doit pas être négligée, même si a priori elle me tente moins. Il s'agirait de faire raconter qui on est, comme si l'élève écrivait un livre dont il est le personnage. Le piège du par cœur est évité par le nécessaire passage à la 3e personne auquel l'élève ne pouvait pas s'attendre, et reste un cadre rassurant pour les élèves qu'on dit scolaires. Il reste également une grande marge de liberté pour les élèves performants qui peuvent laisser aller leur cœur et leur style. J'envisage de tester le concept dans une autre séquence ou un autre niveau. En conclusion, je retiendrai 4 leçons de cette tâche finale améliorée. D'abord, je proposerai un cadre suffisamment contraint et inattendu à l'élève pour qu'il ne puisse pas réciter en autodictée un texte préparé qui lui ferait automatiser ses erreurs. Ce cadre doit cependant laisser une grande place à sa créativité. Ensuite, je m'assurerai que j'ai donné à l'élève tous les outils nécessaires dont il a besoin pour sa tâche finale, en prenant garde de ne pas en donner trop ou de trop inutile. Enfin, je n'oublierai pas que ma mission première est de leur apprendre l'anglais, mais pas de leur faire leur psychanalyse ou de dénicher le prochain Andy Warhol. Même si, disons-le, j'ai été chaque fois depuis 2019 bouleversée par des confidences déchirantes que j'ai pu lire et des retours en parole qui nous rappellent qu'on fait quand même un beau métier.